Bonjour. On va commencer. Le quatrième intervenant, Benoît, va pas tarder normalement, s'il trouve le chemin. Bonjour, merci d'être venu. Donc, je m'appelle Jean-Yves Lemoine. On va parler un petit peu de l'IA, donc de l'intelligence artificielle ou AI, suivant la langue dans laquelle on parle. C'est bien ici, il y a des gens qui sont français, et puis des gens qui sont français mais qui travaillent aux États-Unis. Donc, c'est Rémi, qui travaille pour IBM. Rémi Fourreau. Fourreau, c'est ça? Je n'ai pas de conneries. Stéphane Knecht, c'est marqué sur ton badge. Donc, qui travaille à l'antenne et qui travaille donc dans vraiment l'audiovisuel, mais qui utilise l'IA. Il nous expliquera comment. Cédric, qui travaille dans une société qui s'appelle Flamefy. Et enfin, Benoît, qui va arriver, qui bosse sur un robot des médias qui s'appelle Flint. Donc, ce que je propose, c'est que pour commencer, chacun se présente un petit peu en 3, 4, 5 minutes et explique un peu qui il est, ce qu'il fait autour du sujet, bien sûr, de préférence. Rémi, tiens. Bonjour à tous. Je suis responsable de l'offre Watson Media chez IBM. Et donc, on vient de sortir un premier produit d'enrichissement des métadonnées qui s'appelle Watson Video Enrichment. Et donc, ça fait à peu près 1 an que je travaille chez IBM. Avant ça, j'ai travaillé un petit peu dans d'autres domaines, notamment dans la recherche, à cheval entre l'IoT et on va dire l'économie du partage d'outils scientifiques. Donc ça a été une petite parenthèse quand je suis arrivé aux États-Unis. Puis encore avant, j'étais responsable du streaming VOD sur les portables, donc la partie wireless. Je vais utiliser quelques mots anglais quand ça ne vient pas en français, d'Orange France. Donc j'ai fait ça après mes études, et donc maintenant ça fait à peu près 5 ans que je vis aux États-Unis et que je travaille sur l'intelligence artificielle appliquée aux médias. Tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu fais, en quelques mots d'abord, autour de cette solution, autour de Watson? On a commencé par utiliser en fait les capacités de Watson de base, donc autour de la reconnaissance visuelle, la reconnaissance audio et les compréhensions linguistiques que Watson possède, pour essayer de tirer au maximum l'information qui nous intéresse dans le contenu. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin autour de cette partie-là, avec des compétences de base qui permettent de comprendre tout ce qui se passe dans la vidéo. Mais après, il y a de nombreux cas d'application. On ne les connaît pas encore tous, hein. On continue à y réfléchir et on découvre beaucoup de choses, mais pour pouvoir le pousser un peu plus loin et voir des cas d'utilisation un peu plus concrets sur, par exemple, la recherche de contenu, sur les besoins dans la production, pour pouvoir identifier des scènes bien précises, ce genre de choses. Donc je regarde avec attention où le marché va depuis les États-Unis, pour essayer de développer la prochaine offre. Merci. Cédric, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais chez Flamefy? Bonsoir. Donc, nous, on a 2 métiers de base. Le premier, c'est de construire des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes OTT, donc plateformes de vidéo multi-écran. Et c'est une solution qui s'appelle Ocast et qui permet de déployer aujourd'hui, en moins d'1 semaine, une offre à la Netflix avec toutes les fonctionnalités, que ce soit de visualisation, de monétisation, etc. C'est ce qui permet à beaucoup de nos clients aujourd'hui d'exister numériquement. Et en général, le deuxième souci qu'ils ont très vite, c'est d'avoir une audience, donc qu'il y ait des gens qui viennent. Et donc notre deuxième offre, qui s'appelle Flamefy, est construite en fait sur de l'analyse de données. C'est-à-dire qu'on analyse énormément de données qui viennent des réseaux sociaux, des plateformes, en profondeur, de façon à avoir 2 types d'informations. C'est comprendre ce qu'on appelle l'appétence des gens pour des sujets. Pourquoi est-ce que quelqu'un est vraiment intéressé par un sujet? Et deuxièmement, on va analyser avec la même profondeur les contenus de nos clients. Donc on fait ce qu'on appelle le deep learning sur la vidéo, ce que tu commençais un petit peu à expliquer, de façon à ressortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo et construire derrière un vrai langage, soit cinématographique, soit documentaire, soit musical,
lexicales suivant les types de documents que l'on a, de façon à se calquer avec les langages qu'utilisent les gens sur les réseaux sociaux et d'arriver à faire le matching entre vraiment un niveau d'intérêt et ce qui sera vraiment le moment, le son ou le segment dans une vidéo qui va être le plus convaincant pour que quelqu'un à la fin regarde cette vidéo ou s'abonne pour regarder la vidéo. Donc vraiment avoir un endroit où on peut consommer de la vidéo et deuxièmement être sûr de trouver les bonnes personnes, de les faire venir et de les garder après. Donc c'est un petit peu du marketing très classique mais complètement piloté par la data. Bonsoir. Alors, je suis Stéphane Knecht, j'ai 2 étiquettes. Première casquette, je suis conseil en stratégie digitale. Je dis stratégie digitale, en fait, je fais du conseil en stratégie financière essentiellement. Je suis issu de la direction de production. J'ai défendu les intérêts financiers des producteurs pour qui je travaillais. Et je me suis rendu compte que depuis les années 2000, il y avait une baisse des financements et qu'on n'allait pas faire machine arrière et qu'on pouvait retrouver les marges initiales en s'intéressant à ce qui se passait sur le digital en tant que levier de croissance ou en tant que diversification de business. J'ai une deuxième casquette qui est, je suis directeur de la stratégie d'un nouveau lieu qui est à Paris dans le 11e qui s'appelle l'Antenne et qui est destiné justement à offrir tous les outils pour pouvoir accompagner les producteurs dans une meilleure maîtrise de leur valeur patrimoniale et une meilleure maîtrise de la manière d'appréhender et d'aller sur le digital avec toutes les options possibles. Donc c'est énormément de veille, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement. Et avec à l'intérieur un lab de R&D penché sur la réalisation de demain et notamment l'intégration de l'intelligence dans la réalisation de demain. On a déjà vu des premiers steps dans cette direction-là, notamment avec en théma 1, vous allez retrouver les gens de Multicam System qui ont déjà commencé à développer un mini algorithme de réalisation. On est nous déjà en train de réfléchir à l'étape d'après qui est de travailler avec les supports de caméras divergées et de réalisation de toutes les grandes émissions, de les donner à une machine ou à plusieurs opérateurs. J'en ai un à ma gauche qui pourrait faire ce travail-là. Sur un principe de machine learning, de pouvoir auto-apprendre des réalisations que même des réalisateurs ne pourraient pas expliquer puisqu'on parle d'une sensibilité artistique. C'est de la R&D. Pour le moment, les résultats ne sont pas probants, mais il y a une évolution et on sent bien qu'on va arriver à quelque chose de satisfaisant. Soulève après plein de problèmes qui sont les problèmes de gestion de droit, de propriété intellectuelle. En France, il y a des barrières dès qu'on parle d'innovation et qu'on touche à ces questions-là. Donc j'en parlerai peut-être plus précisément après, mais voilà mon positionnement aujourd'hui. Bienvenue Benoît. On se présentait tous. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton bébé Flint ? Bonjour, donc désolé pour le retard, je me suis un peu perdu dans les bouchons et les locaux. Donc moi je suis Benoît Raphaël, je suis anciennement journaliste, puis entrepreneur, et puis maintenant je suis éleveur de robots. Alors, comment j'en suis arrivé là ? Parce qu'effectivement l'intelligence artificielle est passée par là, que les contenus, avec les médias collaboratifs, puis les médias sociaux, tout le monde est devenu média, donc c'est devenu une grande richesse, mais aussi un très grand bazar. Et donc aujourd'hui l'info nous arrive par le filtre des réseaux sociaux. Et donc, on a créé Flint, qu'on a lancé l'an passé, qui est donc une expérience collaborative entre intelligence artificielle et humain. Et donc, Flint, c'est un robot virtuel, évidemment, que chacun va pouvoir élever et qui va aller chercher des articles de qualité qu'il personnaliser en essayant de sortir en fait l'utilisateur de sa bulle de filtre, des fake news aussi également, et il va lui envoyer une dizaine de liens intéressant d'articles de qualité qu'il va lui envoyer par mail. Donc l'objectif, en fait, il est de permettre à chacun de reprendre le contrôle de sa consommation d'informations dans un univers qui est envahi par un trop plein de richesses, les fake news notamment et les bulles de filtre. Merci. Donc, sentez-vous libre d'intervenir quand vous voulez. Bien sûr, l'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible. Donc, vous intervenez à tout moment, vous levez la main et je vous porterai un micro. Qu'est-ce qu'on peut dire, je vais vous passer la parole à chacun à tour de rôle, ou n'hésitez pas vous aussi à vous interrompre, c'est plus sympa comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'IA faible, d'IA forte, on parle beaucoup de ça dans les médias. À la fois texte d'abord, sachant que plein de gens présentent l'IA comme étant, on va dire, l'avenir de la presse, si étant que la presse a encore un avenir, mais aussi beaucoup en vidéo.
Comment vous voyez ça et comment surtout vous pensez que est-ce que c'est juste une affaire d'algorithme ou c'est une affaire technique ou est-ce que c'est une affaire qui va être entre la technique et le contenu? Bon, c'est pas une question qui est très simple, mais bon, il y a une dimension technique qui est évidente. C'est vrai que l'IA, mais plus précisément peut-être le machine learning a commencé. On a des premières réflexions dans les années 50 pour essayer de pouvoir apporter des réponses sans forcément guider les algorithmes comme on le fait dans le développement logiciel traditionnel. Donc il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça, mais on commence avec les capacités de calcul, de stockage, le développement du cloud, d'avoir des capacités qui sont un peu plus concrètes aujourd'hui. Donc l'IA aujourd'hui est là, il y a des capacités qui existent, et donc nous, en tout cas, chez IBM, on commence à regarder depuis quelques années les applications dans différentes industries. Donc la première industrie qui a été ciblée par Watson, c'était toute la branche de la santé, dans l'analyse des images pour détecter des éventuelles pathologies. Et on commence maintenant, depuis cette année, à regarder les applications dans les médias. Donc je pense que toute industrie sera touchée par l'intelligence artificielle, vu que maintenant la technologie est là, les possibilités sont là, et on peut effectivement apporter aujourd'hui, on peut aider notamment sur la production de contenu, sur la diffusion et sur, on va dire, une personnalisation du contenu pour l'utilisateur final. Et alors, il y avait aussi la question de la créativité qui avait été abordée pour la création de contenu vidéo. Et c'est peut-être la première découverte qu'on avait faite chez IBM avant que je rejoigne l'équipe, qui consistait à créer, par exemple, un trailer pour un film qui était à propos de l'intelligence artificielle. Donc il y a un lab chez IBM qui est parvenu à créer le trailer du film Morgan, qui est sur l'intelligence artificielle, à partir de l'intelligence artificielle. Donc on arrive à voir aussi effectivement de la création de contenu qui peut être faite aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais juste avant. Ouais, sur le sujet, pour revenir sur les médias, moi je vois en termes de business, mon quotidien aujourd'hui, il n'y a pas assez de monétisation sur la gestion des leviers de croissance engendrés par une bonne utilisation de l'intelligence artificielle pour de la création originale pour le moment. Donc on part essentiellement, quasiment à 99% sur du patrimoine existant. Donc l'enjeu, il est essentiellement sur la bonne indexation. Et pour ressortir dans le bon format, grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est dans cette fameuse notion data-web, c'est-à-dire d'adresser le bon contenu à la bonne personne au bon moment, dans le bon device. Pour moi, si tu posais la question, c'est évidemment le contenu qui va faire la différence aujourd'hui. Le patrimoine existant, en tout cas chez mes clients, il est fastidieux. Et on a développé un certain nombre de technologies qui permettent de faciliter ce travail-là qui était avant extrêmement onéreux. Donc on a des machines aujourd'hui qui font de l'ingestion de contenu, qui font de l'encodage et qui, au passage, en profitent pour indexer et pour analyser avec une profondeur incroyable. Moi, je travaille beaucoup avec Adobe. Alors, je ne sais pas si tu considères que c'est non, vous êtes complémentaire, c'est pas un concurrent. Ils ont développé une solution qui analyse la profondeur du pixel, mais qui est incroyable. Leur show de démonstration, c'est vraiment une puissance. Elle est basée quand même sur une utilisation d'un patrimoine existant. On viendra, à mon avis, dans les quelques années à venir, à peut-être produire du contenu en fonction
des analyses et des enseignements de l'intelligence artificielle. Pour le moment, on est dans effectivement essentiellement de la recommandation grâce à l'hyper-affinage de la cible à laquelle on va s'adresser. Et en tout cas, bien souvent, on néglige cette partie-là. Il ne s'agit pas de la numériser, de la rendre disponible. Il s'agit avant tout d'en trouver une pertinence au moment où l'on l'envoie. Et c'est là où aujourd'hui il y a un véritable enjeu. C'est faire comprendre que ce travail-là, il est essentiel si on ne veut pas décevoir. Les deux exemples, ils vont vous en parler, Cédric et le robot Flint. Si la qualité du contenu n'est pas proposée, si moi je ne m'y retrouve pas dans ce qu'il m'envoie, il aura beau développer l'algorithme qu'il veut, il aura beau avoir toutes les informations me concernant, si le contenu qu'il me propose il n'est pas à la hauteur, je vais vite être déçu. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Les gens négligent, sous prétexte qu'ils ont un contenu, ils vont à l'essentiel, mais un contenu, ça s'indexe correctement et ça se réfléchit dans la manière dont on va l'adresser. Vous voyez déjà, en fait, moi je m'appelle Benoît, mais on m'a appelé le robot Flint. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais c'est intéressant, c'est qu'en fait le robot m'a déjà remplacé, en fait. Et une des questions, c'est de savoir si en fait l'intelligence artificielle va nous remplacer ou est-ce qu'elle va nous assister. C'est une question qui n'est pas si innocente que ça, parce qu'évidemment, nous, on est sur une technologie qui s'appuie sur les réseaux de neurones, l'apprentissage automatique, qui est relativement simple et qui permet aussi de raconter une histoire et de faire prendre aussi conscience à chacun de ce qu'est l'intelligence artificielle, et en même temps de retrouver une question qui, moi, me paraît essentielle aujourd'hui dans les médias, c'est la question de confiance. Est-ce qu'on a encore confiance dans des algorithmes qu'on ne maîtrise pas, dans une intelligence artificielle qui choisirait des contenus pour nous? Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Où est la transparence? Ce sont des questions qui sont assez essentielles aujourd'hui, donc qui méritent d'être posées. Moi, je n'ai pas la réponse. On n'est pas là, nous, pour accuser. Au contraire, on est plutôt là pour essayer de faire en sorte que chacun, en fait, se pose ces questions-là. Et donc, la question du remplacement de l'être humain, elle est importante, puisqu'effectivement, quand on se dit, ben tiens, on a fait un trailer qu'on a fait avec une intelligence artificielle, est-ce qu'on a encore besoin d'un monteur? Est-ce qu'on a encore besoin même d'un scénariste? Est-ce qu'on a encore besoin d'un journaliste qui va faire un reportage, qui va écrire un article, etc. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore complètement là. Pour produire une œuvre, il faudrait avoir une conscience, il faudrait être dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui a déjà conscience d'elle-même, ce qu'on appelle aujourd'hui le mythe de la singularité, c'est-à-dire que le moment où l'intelligence artificielle va dépasser l'être humain, donc là on est encore complètement dans l'imaginaire, dans la mystification de ce qu'est l'intelligence artificielle. Pour autant, effectivement, sur un certain nombre d'activités faites par les humains, les intelligences artificielles peuvent déjà les remplacer. Alors nous, c'est la sélection d'articles de qualité que pourrait faire un humain, qui est fait par les robots. Les robots, en fait, les intelligences artificielles, elles ne se programment pas, elles s'entraînent, donc on a besoin d'humains pour les entraîner. Et nous, par exemple, nos robots, ils commencent déjà à s'entraîner un peu eux-mêmes, en observant les humains. Alors il faut toujours des humains, mais c'est vrai que se posera toujours la question, finalement, quel est notre travail à nous? Et en fait, quand on s'inquiète de savoir si on va pouvoir être remplacé par des robots dans notre métier, il faut peut-être qu'on commence à s'interroger, est-ce que c'est pas parce qu'on travaille nous comme des robots? Et du coup, quelle est nous notre place et notre valeur d'être humain dans cette logique-là? Cédric? Peut-être juste pour compléter et prendre des choses plus pragmatiques, je voudrais juste partager deux cas sur lesquels nous on a travaillé pour aller dans les deux extrêmes du spectre. Le premier où le robot fait tout et effectivement peut-être que ça peut poser la question de l'utilité à un moment donné d'un être humain. Et l'autre côté où le robot a ses limites, l'intelligence toute artificielle qu'elle est n'arrive pas encore aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas de conscience justement, à prendre des partis pris. Et ce qui rend aujourd'hui un contenu ou un service intéressant, c'est qu'il y a un parti pris. Alors, mon premier exemple, on a travaillé il y a un peu plus d'un an et demi pour TF1, pour un de leurs programmes qui était on va dire de la télé-réalité. Et donc c'est un système de saison avec il y en a 12 au début, il n'y en aura plus qu'un à la fin, il leur arrive plein de choses, et toutes les semaines il y a quelqu'un qui sort. Ce genre de contenu est très très fort sur le live et a besoin d'exister après sur les réseaux sociaux ou sur d'autres relais, avec en général un coût assez important parce qu'il faut retransformer, il faut reprendre du contenu, il faut le mettre. Alors, quand on fait du Facebook, on fait du Twitter, c'est pas les mêmes audiences. Il faut et dans le fond et dans la forme faire quelque chose de différent. Et lorsqu'on a comme TF1 comme une audience assez intéressante, on peut faire une grosse multiplication du nombre de contenus.
En fait, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient vraiment avoir un effet de levier intéressant, il faudrait quasiment qu'ils génèrent plus de 3000 contenus toutes les semaines. Donc évidemment, ça pose des questions de coût, ça pose aussi des questions, mais il n'y a aucun humain sain d'esprit qui va supporter de faire ce genre de boulot toutes les semaines à long terme. Donc on a fait pour eux un robot d'indexation, c'est-à-dire un logiciel qui est parti sur vraiment de l'analyse profonde de la vidéo, et ce sont des contenus qui sont assez compliqués, la télé-réalité, parce qu'il y a toujours une partie de choses inattendues. Les personnes d'un épisode à un autre peuvent être grimées. Enfin, c'était un gros travail d'arriver à retrouver tous les gens, de comprendre ce qu'ils faisaient et où est-ce qu'ils se situaient. Mais on a réussi comme ça à rechronologiser et être capable de définir exactement image par image ce qui se passait pour tout le monde. Et après, on a déterminé un certain nombre de scénarios de création de vidéos qui sont alors les fans de tel ou tel personnage, des gens qui sont intéressés par des lieux, parce que ça se passe dans différents lieux. Ceux qui connaissent les programmes, vous avez deviné de quoi je parle. Il n'y a pas de secret, comme ça, vous aurez compris. Et donc, la machine derrière, toutes les semaines, dès qu'on avait les contenus, on les ingérait et on était capable de régénérer à partir d'une ligne de montage, donc, qui a été définie par l'antenne, de définir vraiment sur les réseaux sociaux, je veux communiquer comme ça, sur telle plateforme, je vais communiquer comme ça. Et le système régénérait, donc on reprenait toutes les vidéos et on reprenait plein d'extraits et on régénérait automatiquement donc des petites capsules qui allaient de 30 secondes à 3 minutes. Et on en a fait, je sais pas, plus de 4000 par soirée. Et c'était publié automatiquement sur les réseaux sociaux sur un certain nombre d'endroits. Donc c'est un travail globalement qui a été extrêmement compliqué, qu'un humain aurait évidemment pu faire, à un coût assez et monétaire et probablement pour sa santé mentale compliqué. Et en même temps, quand on regarde un épisode même de 45 minutes, il faut le comprendre, il faut décider de ce que je vais mettre, qu'est-ce que je mets en avant ou ce que je ne mets pas en avant. Donc c'est un travail colossal. Et ça a pu fonctionner justement parce que l'algorithmie a complètement intégré la compréhension du contenu, et un certain nombre de choix, donc de lignes de montage, ont été prises en compte. Et après, ça crachait de la vidéo et ça a été plutôt assez efficace. Donc là, je pense que c'est un bon exemple de là où ça peut aider. Alors effectivement, moins de monteurs ont été mis, je dirais, à contribution. Donc on a économisé des coûts. On a eu très beau succès d'audience parce que le truc était assez pertinent. Donc je pense que c'est une utilisation et pratique, et aujourd'hui, c'est pas de la SF, c'est vraiment des choses qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est une utilisation pour moi de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet d'avoir une tactique d'occupation de terrain qui est indispensable aujourd'hui pour un média sur les réseaux sociaux et sur d'autres relais. Le deuxième exemple que je voudrais partager, c'est on est en train de travailler aujourd'hui pour lancer une plateforme de vidéos spécialisée dans le jazz, avec des grands noms comme Quincy Jones, et donc des gens qui sont vraiment très pointus sur ce domaine. Donc c'est une plateforme qui va sortir dans 3 semaines, je vous le dis, je fais un peu de pub au passage, et qui a un positionnement très élite. C'est vraiment, le jazz, c'est une musique un peu pour fans, mais aussi pour spécialistes. Il y a beaucoup de profondeur, c'est un peu comme le classique. Et quand on a commencé à entraîner le système pour faire les recommandations et toutes les mécaniques assez classiques que l'on connaît, pour lier les programmes entre eux, et lorsque quelqu'un arrive, lui donner vraiment une profondeur de personnalisation, on s'est rendu compte en fait que ce sont des contenus qui allaient nécessiter plus que ça. Quelle est nécessité, parce que la volonté de Quincy Jones et de son associé français, c'était vraiment d'avoir une âme. On s'est rendu compte qu'il allait falloir quantifier et essayer de trouver ce que c'était que l'âme de cette musique, mais aussi l'âme de Quincy Jones et son associé, de ce qu'il voulait proposer. Donc on s'est trouvé à analyser à nouveau les vidéos, et on s'est rendu compte qu'il manquait une dimension qu'aucune machine n'allait pouvoir donner, qui était une dimension qui est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire que je décide volontairement de déformer l'ensemble des données que la machine a données pour leur donner une orientation particulière. C'est-à-dire que ce n'est pas une machine qui vous propose ça et ça parce que plein de raisons. C'est d'abord la machine qui fait le premier tri, et après c'est un humain qui a posé des règles pour dire, avec un peu de profondeur d'analyse, parce que ça correspond à un moment charnière dans la vie de cet artiste. C'est là, lors de ce concert, il a imaginé telle chanson qui est devenue extrêmement connue, et compagnie. Donc c'est des données totalement subjectives, donc qui sont introduites dans les logiques de recommandation, qui sont des espèces de poids. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, tiens, c'est ce contenu-là qui est bien, mais on va prendre après, c'est comme des règles métiers, quelque part, qui ont été dictées par la ligne éditoriale, qui vont dire, ben, même si moi je dis que ce contenu c'est le plus intéressant,
d'après ce que je sais dans ma ligne éditoriale, c'est un autre que je vais mettre parce que j'ai compris que Stéphane, par exemple, qui était en train de naviguer, en fait, est un fan de clarinette. Et c'est ça. Comment ? Par exemple. C'est à ce moment-là que moi, je vais amener de la profondeur, qui est la profondeur d'historique sur la musique, de la profondeur d'information. Donc c'est là, en fait, où on a notre client est en train d'engager des journalistes qui vont requalifier toutes les métadonnées classiques que l'on a. Alors c'était où, c'était quand, la description, donc ce qu'on trouve de façon classique sur des contenus, et vont rajouter de l'information totalement subjective, qui est de l'éditorial pur, qui va permettre de comprendre en fait un peu plus que juste c'est la bonne sélection. Donc là, c'est un exemple où peut-être demain, on arrivera à avoir des machines qui seront suffisamment intelligentes pour arriver à faire ce biais et de prendre la décision de dire à un moment donné, même si je suis mathématiquement à 100% sûr que c'est ça qu'il veut voir, je vais modifier ça parce que c'est l'empreinte que je vais lui donner, c'est l'expérience que je vais lui donner en plus. Donc c'est juste pour essayer de quantifier un peu les deux extrêmes qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je parle de choses qui sont concrètes. Je ne parle pas dans les labos, il y a des choses qui sont très avancées. Moi, je parle de ce qu'on a aujourd'hui sur étagère, on va dire, et qui fonctionne et qui marche. On a parlé de beaucoup de choses, à moins qu'il y ait déjà des premières questions. Non. On a parlé de beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de mots. Ah oui, je viens vers vous. Attends, je viens. Merci. Une question très, très pragmatique aussi. Évidemment, vous avez mis en contrepoids le coût salarial qu'allait coûter ce programme de produire 3000 vidéos ou 4000 vidéos pour TF1, pour de la télé-réalité. Combien coûte ce genre de système ? Combien est-ce qu'on peut déjà quantifier ? Est-ce qu'on peut dire combien ça a coûté à TF1 sans briser le secret professionnel ? Je ne peux pas répondre comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que l'opération finale a été bénéficiaire par rapport à ce qu'ils auraient mis comme budget pour faire ça, entre guillemets, à l'ancienne. Elle a été bénéficiaire en coût, en marge brute. Il a été d'autant plus bénéficiaire, c'est que derrière, l'outil permet de générer d'autres types de contenus. C'est-à-dire que là, c'était dans une idée de viralisation et vraiment de bénéficier de l'effet d'antenne. Mais aujourd'hui, ils s'en servent pour faire ce qu'on appelle des mash-up. C'est un peu les bêtisiers, ce genre de choses. Donc, qui sont d'autres types de contenus, qui sont des contenus un peu plus froids, parce que le programme n'est plus à l'antenne, mais qui leur permet de remémorer ce type de contenu à peu plus long terme, je dirais. Mais ils s'en servent aussi potentiellement pour remonter ça d'autres façons pour l'export. Donc il y a plusieurs usages. Pour être transparent, le coût était assez conséquent. Pourquoi ? Parce que c'est un type de programme extrêmement spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il est moyennement scripté et toutes les semaines, le décor changeait. Donc on a beau apprendre un décor, dans le système, une cuisine, on reconnaît une cuisine, mais quand la cuisine est, parce que c'est Halloween et a changé complètement de couleur de partout et ils ont mis des citrouilles partout, il faut réapprendre la cuisine avec des citrouilles. Donc évidemment, c'était un cas un peu extrême pour nous. Sur d'autres programmes, c'est beaucoup plus simple. On a parlé de beaucoup de choses, déjà, de patrimoine, de recommandations, de remontage, de présentation, d'archives, et tout ce que vous disiez. On a aussi employé des mots IA, la conscience, l'IA forte, de l'algorithmie. Est-ce que chacun pourrait expliquer, finalement, je fais un rewind, qu'est-ce que c'est ? Parce que naturellement, on aurait pu commencer par cette question-là. Qu'est-ce que c'est que l'IA ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que finalement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et les gens mettent d'ailleurs souvent plusieurs choses dedans. Qu'est-ce que c'est que l'IA pour chacun d'entre vous ? Et d'essayer de dire aussi qu'est-ce que c'est appliqué finalement au sujet d'aujourd'hui, qui sont les médias. Tiens, Stéphane, commence. Pardon, excuse-moi, tu étais en train de... Je suis en train de regarder sur Wikipédia qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Comment nous on l'utilise en fait, c'est aujourd'hui comment. C'est une définition assez pratique et concrète pour toi de l'IA. En rapport avec le meilleur, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est applicée à ça. Voilà. C'est la manière dont on va pouvoir recouper un certain nombre d'informations que peut-être le cerveau ne pourrait pas faire
parce qu'on a une puissance de calcul qui est quasiment infinie aujourd'hui grâce aux puissances du cloud et qui permettent de recouper. L'intelligence, c'est mettre en relation des phénomènes pour essayer de leur donner du sens. On est équipé, nous, d'un cerveau qui fait ces choses-là. On est en train de développer des puissances qui permettent d'aller bien au-delà. Et je trouve que, pour moi, c'est des capacités supplémentaires à trouver des corrélations entre des éléments qui ne sont pas forcément évidents. Donc, c'est des puissances qui nous permettent d'avoir une analyse un peu plus poussée d'une situation, qui nous permet après d'en faire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est surtout appliquée en termes de recommandations. Demain, on va en faire autre chose. On est en train de parler d'écrire des articles tout seul. On est en train de parler de réaliser tout seul, avec tout ce que ça peut comporter. Mais avant tout, pour moi, la définition, c'est que ça te permet d'avoir un niveau d'information supplémentaire. Ça te permet d'avoir une puissance supplémentaire pour pouvoir mettre en corrélation des informations que toi, tu ne pourrais pas faire. Voilà ma définition. Oui, alors l'intelligence artificielle, alors pour moi, de ce que je vois chez IBM, déjà c'est un mot qu'on n'aime pas trop utiliser, parce qu'au final on s'est rendu compte que c'est assez peu précis. Une personne intelligente, c'est difficile à dire ce que c'est. Et donc au final, c'est un mot qu'on utilise, en tout cas, moi je l'utilise quasiment pas, ce mot-là. C'est pour ça que chez IBM, au final, on préfère parler soit de machine learning, qui est vraiment une définition purement technique, qui consiste à faire apprendre à une machine, à optimiser les performances d'une machine, dans un but qui est défini, sans vraiment en préciser tous les paramètres. C'est-à-dire qu'on va laisser les machines décider quelle est la façon la plus efficace pour résoudre un problème. Donc déjà, c'est un premier point. On parle beaucoup de machine learning. Et il y a un nouveau terme aussi qui est utilisé chez IBM, qui est le cognitive computing, qui est une façon de dire, au final, ça reste une branche technique de l'informatique, mais où on rajoute cet atout cognitif pour essayer de dire qu'il y a quelque chose de la même manière qui n'est pas vraiment défini dans la façon de résoudre un problème. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle, pour moi, ça reste un concept un peu nébuleux. C'est quelque chose qu'on aime bien utiliser pour définir les progrès techniques qu'on a vus autour des dernières années, mais c'est quelque chose qui est très difficile à manipuler en termes et à quantifier. Donc aujourd'hui, je sais pas trop comment on pourrait placer l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine ou à d'autres animaux. On peut aussi comparer à ce que certains animaux peuvent reconnaître, par exemple pour les capacités visuelles ou même des sons qui peuvent être familiers ou pas. Mais ça reste assez difficile à définir. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, je vais être très pragmatique. C'est un joli mot, ça fait parler plein de gens, c'est bien. Pour moi, ça correspond. Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? C'est d'être capable d'apprendre quelque chose et d'en tirer des conclusions. Après, on fait ça artificiellement, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui fait ça et pas un être humain, mais c'est ça. Donc en fait, c'est un ensemble de technologies aujourd'hui. Alors on a lâché les mots, machine learning, deep learning. C'est un ensemble d'algorithmes, de technologies informatiques qui permettent qu'un système apprenne quelque chose, et au bout d'un moment soit capable d'en tirer une conclusion. Donc on s'en sert la plupart du temps pour arriver à prédire quelque chose. Donc déterminer qu'il y a dans une vidéo à un moment particulier que c'est un chat, c'est juste qu'on a pris suffisamment d'informations pour être capable de détecter la forme du chat. Et voilà. Donc c'est un ensemble de technologies qui sont une prédiction. Oui, pour moi c'est de la prédiction. Tout est prédiction. Parce que reconnaître un chat dans une vidéo, j'ai prédit. Les enfants savent faire, oui. Mais la machine elle le prédit. Elle le prédit avec un taux de réussite. Est-ce qu'un chat, alors est-ce qu'un tigre est un chat? Je ne sais pas, peut-être. C'est un gros chat, etc. Mais tout est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'on donne suffisamment d'informations. C'est pour ça que c'est basé sur des réseaux de neurones, c'est qu'on apprend un nombre de couches petit à petit d'informations, comme un enfant, on apprend petit à petit des choses. Et lorsqu'on a suffisamment d'informations, on est capable de faire la déduction que ça ressemble vachement à un chat quand même. Et le vachement, c'est 25 ou c'est 50 ou c'est 90%.
C'est juste pour dédiaboliser le truc. Ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué, ça ne veut pas dire que c'est pas de la technologie poussée, hein. Mais à la fin de la journée, comme disent nos amis anglais, c'est pour prédire quelque chose. Et c'est ce qui donne aussi la limite aujourd'hui de ces systèmes. Alors ça change beaucoup, je pense que tu vas peut-être ajouter derrière, c'est que tous ces systèmes, on leur apprend à faire une chose. Mais là où on arrivera à la singularité, c'est lorsque effectivement le système n'aura plus besoin de nous pour apprendre quelque chose d'autre. Donc aujourd'hui, on a des systèmes qui sont très bons pour reconnaître une image, un son, pour prédire qu'à un moment donné, le cours d'une action va bouger ou ce genre de choses, mais ne savent faire que ça. C'est-à-dire que si je prends le même logiciel et je lui demande tout d'un coup qui a été fait pour prédire, reconnaître des choses dans une image, si je lui demande de me reconnaître, je sais pas, de me dire prédire la météo du demain, il sera totalement incapable de le faire. Donc c'est pour ça que c'est des systèmes qui sont puissants, qui ont un certain nombre de limites aujourd'hui, qu'il faut bien appréhender. Mais derrière, il y a beaucoup de maths, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais c'est de la prédiction. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Je préfère dédiaboliser le truc tout de suite. Et on verra comment ça va évoluer. Déjà, je rajouterais que sur la prédiction de la météo, je pense que les humains n'ont pas vraiment fait mieux. Donc si on pouvait améliorer ça, ça serait peut-être pas mal avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis pas un expert de l'intelligence artificielle. Je suis pas un ingénieur. C'est mon associé qui l'est. On travaille ensemble. On travaille avec une logique de médias. Donc moi, je suis un journaliste et je suis un témoin puisque j'entraîne des intelligences artificielles. Et donc ça me permet de comprendre. Donc je sais aussi de rentrer dans le code. Je rencontre des gens. Je suis aussi journaliste. Donc j'ai plutôt cette approche-là en fait de journaliste. Et que j'ai pas la vanité d'être expert là-dessus. Par contre, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai que ça évolue beaucoup avec le temps. Parce que en 1956, on s'est dit voilà, on va arriver à recréer à peu près le fonctionnement d'un cerveau humain. Parce que le mythe, il est quand même là derrière. C'est de se dire finalement on arrive à reproduire ce qu'un humain pourrait faire, mais on va le faire avec plus de puissance, on va le faire plus vite et on va le faire sans les humains si possible. Et à chaque fois, en fait, on s'est arrêté parce qu'il y avait soit un problème de puissance, soit parce qu'on se rendait compte qu'on ne sait pas exactement comment fonctionne précisément en fait, le cerveau humain, même si les neurosciences ont fait des progrès. On arrive à peu près à comprendre un certain nombre de choses, mais alors, quid de l'inconscient maintenant. Donc, par contre, c'est vrai qu'il s'est passé quand même ces dernières années. Alors, les réseaux de neurones existent depuis pas mal de temps, mais depuis à peu près 2012, en fait, on a ce qu'on appelle le deep learning. Ce sont des réseaux de neurones qui sont, on va dire, quelque part entassés et qui communiquent les uns les autres, donc qui permet d'avoir effectivement une profondeur en fait d'analyse. Et ça, et on sent quand même que cette histoire d'intelligence artificielle est repartie. Et là, on se dit, c'est peut-être reparti vraiment et jusqu'à l'infini et l'au-delà ou pas. Parce qu'encore une fois, l'histoire de la conscience générale, de l'intelligence artificielle forte, reste encore un mythe et il n'y a pas d'éléments scientifiques qui permettent de le prouver. Donc je pense qu'il faut rester effectivement pragmatique. Et on a des intelligences artificielles qui jouent très bien au Go, d'autres comme les nôtres qui choisissent des articles de qualité, plus ou moins, avec des humains, d'autres qui savent faire un très bon montage, d'autres qui savent écrire des articles à partir de données concrètes qu'on leur a données, ou bien de synthèse de différents articles, pour ce qui concerne les médias, mais elles ne font chacun qu'une seule chose. Et donc je pense que une des vraies questions, moi je trouve qui me semble importante là-dessus, c'est que la différence quand même entre, parce on parle d'algorithme, et souvent d'ailleurs quand on parle d'intelligence artificielle, on reste au niveau de l'algorithme. Alors évidemment, une intelligence artificielle est un algorithme, mais elle a quand même une façon de fonctionner qui, moi, de ce que j'ai pu vivre et expérimenter, on va dire, ressemble plus à la biologie, je dirais quelque part, qu'à un programme. C'est-à-dire que moi, quand j'entraîne une intelligence artificielle, donc par exemple, nous, on a plusieurs intelligences, on a une seule intelligence artificielle et qui vont aller chercher des articles de qualité et elles vont être entraînées par des experts, alors, soit par les utilisateurs, soit par des experts. Donc, on a pris par exemple une journaliste en environnement qui a entraîné un robot, donc on lui a donné un nom. C'était la même technologie, et elle lui a appris à trouver des articles de qualité de façon autonome sur l'environnement. Puis on a un autre sur la fintech qui l'a fait, etc. Donc ce sont les mêmes algorithmes qui sont imbriqués les uns avec les autres. Donc des réseaux de neurones, on a du machine learning, on a un peu de champ bayésien qui permettent et qu'on fait travailler ensemble. Et en fait, c'est la même technologie. Mais chaque robot est différent, chaque robot a une valeur différente. Et qui apporte la valeur en fait là-dessus? Et on se rend compte qu'effectivement, c'est l'expert en fait qui a donné cette valeur-là, qui fait que le robot en fait a un intérêt, les gens s'y abonnent. Donc YOLO, il a 3000 abonnés, et en fait la valeur appartient à la personne qui l'a entraîné. Et donc ça, je
je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, la définition, je pense qu'elle évolue avec le temps. Il y a encore des nouvelles technologies qui apparaissent. Encore une, on en a parlé ce matin. Et puis on parle aussi maintenant d'IA qui est capable de coder de l'IA. Je pense que ce qui me fait la différence, c'est une forme d'autonomie, c'est-à-dire leur capacité à apprendre de façon autonome, alors, plus ou moins supervisée. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que parce qu'on les entraîne, on ne les programme pas. Du coup, c'est l'entraînement par les data ou par les humains qui va leur donner leur valeur. Et je pense que moi, dans la conception qu'on a de l'intelligence artificielle, il faut arrêter de ne simplement penser technologie. Il faut penser la valeur apportée par l'humain et donc aussi la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ça. Justement, est-ce qu'on peut essayer de réfléchir jusqu'où ça va aller, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais ouais, en tout cas de réfléchir après sur qu'est-ce que vous voyez demain, où va aller l'IA, pas forcément en termes de technologie vers l'IA elle-même, mais par rapport justement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les médias. On va répondre d'abord à cette question. Ah bah vas-y, Jean-Marie. En fait, je voulais savoir par rapport au domaine de l'audiovisuel, l'IA, je pense que ça va toucher tous les métiers, mais surtout par rapport au métier de l'audiovisuel. Vous pensez lesquels les métiers qui seront beaucoup plus touchés ou plus rapidement que d'autres métiers? Et dans combien d'années vous pensez que ça va arriver? Il y a une double question. La question, c'est la question du métier, mais il y a aussi la question de ce qu'on va en faire, quoi. C'est pas la question de est-ce qu'on va remplacer l'homme que tu as très bien cadré, enfin en tout cas cadré au sens de la question, c'est aussi important de où on va, à quoi ça va nous servir, plutôt que ça va peut-être enlever des métiers, mais ça va aussi nous servir. Et moi, ma question, que je vous pose, c'est ça, c'est jusqu'où ça va servir. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit panorama? Je peux dire une petite expérience. Moi, je fais beaucoup de conférences et j'ai fait une conférence un jour sur justement la même thématique, intelligence artificielle pour les médias, et c'était axé sur les journalistes et la création de contenu automatique. Donc là, tu vas avoir un exemple de ce qu'on vit actuellement et de la manière dont tu vas le subir, mais sans forcément t'en apercevoir. Je vais taire les noms. Donc c'est une start-up qui développe du speech to text et de l'écriture automatique d'articles. C'est une start-up qui s'est fait reconnaître parce que notamment en 2015, ils ont été capables pour France Télévisions d'écrire 35 000 articles en quelques minutes pour les résultats des élections. Ils ont surfé sur cette popularité et ils ont été consultés par un groupe de presse qui leur a demandé de faire, c'était une bonne réflexion à la base, c'est-à-dire que le patron de la direction dit, nous on a beaucoup de journalistes qui sont employés aujourd'hui pour faire 5 ou 6 fois par jour du relevé de la cotation boursière des actions des grands groupes. C'est un travail qui n'a pas de valeur ajoutée. Mais pourtant, on est obligé de le produire et on est obligé de le livrer. Donc, on va faire travailler cette technologie. Et cette technologie, il faut, par contre, parce qu'on a un niveau de syndicalisation et de corporatisme important, qu'il y ait 100% de réussite. Donc, ils entraînent leur machine, et ils arrivent à 60%. Le patron de la start-up explique qu'ils n'ont même pas la possibilité de le présenter aux équipes. C'est qu'il y a un veto d'office. Et le patron de la start-up dit, voilà pourquoi autour de la table, donc c'était que des représentants de médias, pourquoi vous êtes tous condamnés? Parce que du coup, vous n'allez pas le faire, pour de mauvaises raisons. Et moi, je viens de vendre la même chose, et vous allez rire, mais je vous donne rendez-vous dans quelques années. J'ai vendu cette technologie à une agence immobilière, de vente immobilière, qui s'appelle Guy Hockey, et qui vient de lancer 450 médias locaux, et qui va lui développer du résultat de foot local, du machin là, et il va développer une information qui va vous arriver dans un canal différent. Et ça, grâce à l'intelligence artificielle, la production de contenu automatisé. Et donc, du coup, ça va changer vos habitudes de consommation et l'information que vous alliez chercher sur le résultat local, puisque tu habites, à Fontainebleau et que tu veux le résultat du basket, au lieu d'aller le trouver dans l'équipe ou aller le trouver dans les échos, tu vas le retrouver dans un canal sans te rendre compte du travail qui a été fait derrière et qui est ce travail-là. Donc là, c'est un exemple concret de ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que ça va pas être aussi flagrant. Nous, on emploie les mots intelligence artificielle, machin, blablabla, mais dans la réalité, ça va être insidieux.
le meilleur exemple aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est Netflix. Tout le monde consomme des contenus sur la qualité des contenus et personne ne sait la réalité du succès, qui est un succès algorithmique, qui est un succès de recommandation, qui est un succès sur ils savent qu'est-ce qui va être consommé et c'est l'expérience utilisateur qui a été optimisée avec de la qualité de contenu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on va pas vous dire tu vas consommer un média parce qu'il y a une intelligence artificielle. Ça va arriver chez toi avec un développement, peut-être tu vas pas le voir venir, ça va arriver dans un endroit et ça sera basé sur ces réflexions-là. Voilà, c'est un exemple que je... Donc la startup on la cite pas ou parce que c'est plutôt une bonne startup d'ailleurs hein, qui s'appelle oui c'est ça d'accord donc tu veux pas la citer c'est Syllab c'est ça oui d'ailleurs c'est super intéressant parce qu'en fait quand on parle parce que effectivement quand on parle d'intelligence artificielle ça fait peur donc on se pose la question là mais en fait essayons de prendre la question dans un autre sens c'est que qu'est-ce que l'intelligence artificielle c'est aussi des technologies auto-apprenantes qui permettent en fait de reproduire avec beaucoup plus de puissance tout le travail un peu automatisé d'un certain nombre d'humains. C'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on s'interrogeait si on ne travaille pas comme des robots, mais c'est dans ce but-là. Est-ce que finalement, réécrire des résultats boursiers, des résultats sportifs ou le résultat des élections locales, je crois que c'est Le Monde qui l'avait fait sur les élections également, en fait, quel intérêt quelle est la valeur en fait finalement qui doit être apportée par un humain. Donc si on le prend dans l'autre sens et qu'on se dit finalement l'intelligence artificielle va nous permettre petit à petit en fait de faire un travail qui pour certaines activités sont juste impossibles à faire par les humains dans un monde qui va de plus en plus vite. Par exemple, la détection des fake news, des fausses informations, qui en partie d'ailleurs peut être causée par qui d'ailleurs est beaucoup causée par la technologie. Quand vous avez, lors des Macron Leaks par exemple, avant les élections, des millions de données qui sont envoyées avec des vrais mails et des faux mails glissés au milieu, vous faites comment quand vous êtes journaliste? Vous avez 2 heures pour réagir. Là, il se trouvait qu'il y avait l'interdiction d'en parler, donc ça allait bien. Mais on fait comment? Donc, faut bien comprendre que ça va de plus en plus vite et que nous, en tant qu'êtres humains, on va pas pouvoir traiter ces informations-là. Donc, je pense que si on le prend dans l'autre sens et qu'on se dit en fait, dans ce monde qui va plus vite, d'abord interrogeons-nous sur les logiques qu'on a mis en place dans notre monde. Ça, je pense que c'est des questions qu'il faut quand même se poser. On peut parler de business, mais on est en train de parler aussi de la façon dont on vit aujourd'hui, dont on travaille. Et dans la presse, c'est vraiment essentiel. En fait, si on le prend dans ce sens-là, c'est faisons faire tout ce qui peut être automatisable et qui quelque part est un peu moins humain, on va dire, dans notre activité. Dans le journalisme, il y a vraiment des activités qui sont pénibles pour en fait mettre en avant autre chose et la qualité, la créativité. Qui pour l'instant sont des axes essentiels et dans la presse, notamment la presse écrite, les médias aussi, la qualité, des contenus de qualité, la confiance aussi dans le média sont des valeurs qui commencent de plus en plus à se monétiser et qui sont essentielles. Donc je pense que si on le prend dans ce sens-là, on n'est pas seulement sur est-ce qu'on va nous remplacer, mais c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous à côté et quelle place ça va nous donner pour justement être beaucoup plus créatif. Oui, je vais répondre aussi donc à la question sur les premières applications de l'intelligence artificielle dans les médias. Je pense que la réponse la plus simple, c'est de dire, c'est de regarder là où il y a des opportunités en termes financiers, qui est le plus important. Et dans les médias, ce qui compte, la source de revenus, elle est générée par l'audience. Donc, je pense que la réponse à cette question, c'est tout ce qui permet de maximiser l'audience et de rendre on va dire, les consommateurs de contenu les plus satisfaits possibles. Donc, c'est la réponse peut-être la plus générale, mais je ne crois pas que l'IA les premiers cas d'application de l'IA seront dans des cas d'automatisation pour pouvoir réduire, par exemple, la masse salariale ou le coût du travail. Je ne vois pas aujourd'hui des entreprises dépenser beaucoup d'argent dans cette technologie
pour remplacer une équipe qui a un nombre de personnes qui est limité et qui fait du très bon travail. Et de toute façon, l'IA ne va probablement pas les remplacer complètement. Donc je crois vraiment que ça sera toutes les applications qui ont des nouveaux usages. Donc ça peut être par exemple la création d'une playlist avec si on fait une recherche très précise pour répondre à une question. On peut très bien imaginer un service à l'avenir qui va permettre de réaliser une playlist pour répondre à cette question donnée en regardant différentes sources et des choses qu'un humain aujourd'hui ne peut pas faire. Donc ça serait ma réponse. Et ce que je vois aussi depuis les États-Unis, c'est que cette question, on va dire, du coût du travail est beaucoup moins importante. Alors, il y a un système social et de l'emploi qui est différent, j'en ai conscience, mais d'un point de vue très pragmatique, aux États-Unis, on regarde vraiment qu'est-ce qui va me permettre d'augmenter la visibilité de mon service et des nouveaux usages pour le consommateur final. Ça serait vraiment ça la réponse à la question. Pour compléter et être extrêmement pragmatique, vous pouvez aussi le voir, parce que c'est comme toute révolution industrielle, parce que c'est une révolution industrielle, c'est de la destruction et de la création de valeur. On parlait de très gros tout à l'heure, mais nous aujourd'hui, on opère plus de 80 plateformes vidéo, qui sont tous des gens qui ont démarré avec pas grand-chose, mis à part une envie folle, une légitimité sur leur contenu, et ils ont été bien contents de pouvoir, grâce à l'IA, en fait, remplacer, c'est vrai, des gens, mais qui de toute façon n'avaient pas les moyens de se payer en démarrage. Donc nous, on a pu lancer très rapidement beaucoup de plateformes avec une analyse très pointue faite par des machines, mais pilotée par nos clients, pour très vite faire de l'abonné, faire de la visibilité et commencer à vraiment comprendre quelle était la bonne audience, ce que je devais mettre comme contenu derrière, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, dès qu'on arrive sur le point de rentabilité, ils ont pu commencer à prendre de nouvelles personnes dans leurs équipes pour travailler sur l'éditorial, pour regarder et améliorer la production, ce genre de choses. Donc en fait, oui, bon, des gens qui ont beaucoup déjà de staff, peut-être, qui vont réduire du staff parce qu'ils remplacent leur boulot par des machines. Oui, ça va arriver, c'est évident. Mais d'un autre côté, on permet à des gens qui n'ont pas encore cette capacité d'avoir tout ce staff de démarrer, de bénéficier justement d'une industrialisation et d'une intelligence artificielle qui leur permet d'aller vite et d'arriver à une surface financière et humaine suffisante pour commencer à vraiment rajouter la couche humaine qui est derrière. Donc c'est un peu toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié plein. Mais aujourd'hui, c'est aussi une accélération pour beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément les moyens humains d'aller très très vite et d'arriver à avoir une surface très très vite qui les donne la légitimité et après les moyens d'investir dans l'humain et continuer à creuser leurs différences. Donc, de toute façon, toute résistance est inutile. Ça arrive, donc c'est plutôt une opportunité. Dans tous les cas, c'est une opportunité. C'est comment on crée de la valeur avec. Pour aller un peu au-delà, c'est qu'en fait, il y a plusieurs logiques dans ce qu'on est en train de dire. Il y a la notion de création, de production de contenu, et ensuite de diffusion du contenu. Donc sur la production de contenu, l'objectif, il est de pouvoir... Parce que si on se dit juste, effectivement, on va produire des contenus qui vont marcher, en fait, il suffit de faire des fake news, hein. C'est super simple en fait, ça marche super bien et vous arrivez à les vendre avant de la pub. Alors, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais c'est relativement simple. Je pense que dans la production de contenu, la qualité elle est devenue essentielle aujourd'hui. Vous prenez Brut par exemple. Brut, c'est quoi? C'est un modèle qui a été piqué aux États-Unis, qui s'appuie sur les data aussi, et vous rajoutez dessus du talent. Et ce qui a fait le succès de Brut, c'est pas juste le modèle qu'ils ont inventé, parce que maintenant, quand vous allez voir les médias, tout le monde veut faire du Brut. Donc, quand ils voient un consultant, c'est bon, à chaque fois, est-ce que tu peux me faire un style Brut, quoi? C'est bien. En fait, non, Brut, c'est d'abord du talent. Donc, ils ont compris un modèle qui fonctionne. La technologie peut permettre de dire que ces formats-là fonctionnent, que les datas peuvent nous montrer qu'à telle heure, sur telle population, etc., ça fonctionne. Mais ensuite, le succès, ce qui va accélérer, c'est du talent. Et ensuite, vous avez la distribution. C'est à qui on va distribuer. Et l'intelligence artificielle permet d'aller faire quelque chose qu'un être humain ne peut pas faire, c'est d'aller chercher l'individu.
dans une relation qui est quasi personnelle. Alors on commence à en parler avec les chatbots qui sont pas forcément tous intelligents, avec Google Home qui essaie de discuter comme il peut, et Siri, vous connaissez, vous l'avez tous les jours sur votre téléphone, c'est encore un peu compliqué, mais en tout cas on va vers ça, c'est-à-dire de se dire que dans une relation personnelle de recommandation, ça, il n'y a que l'intelligence artificielle qui va permettre d'avoir cette finesse-là. Et donc là, on va rentrer dans un design un petit peu différent de distribution qui va être de rentrer dans la relation avec une intelligence artificielle qui va permettre de distribuer jusqu'à l'individu. Donc vous voyez bien que dans cet arc-là, il reste la créativité, qui reste quand même le levier pour les médias le plus fort aujourd'hui, dans un monde qui est quand même très automatisé. D'autres questions? Ben. Merci Jean-Yves. C'est concernant le use case sur la télé-réalité et tout ce que vous avez fait en big data autour de la découpe et de la création de dizaines de milliers de contenus. Maintenant, avec le retour d'expérience, si vous aviez travaillé à la conception du programme et à sa production exécutive avec TF1 ou avec le producteur, est-ce que vous auriez mis en place justement de la captation de données, de la captation de la génération de données pendant la production, au lieu de faire seulement ce que vous avez fait, c'est-à-dire genre hacker finalement les images et le son pour réussir à trouver de la donnée au-dessus de ça? Oui, tout à fait. Ça a été sur ce programme, il y avait plus de 40 caméras, par exemple, et en plus, d'une semaine à une autre, elles changeaient de place. Donc quand nous, on avait appris des angles de vue, d'une semaine à une autre, il fallait tout recommencer. Si on avait eu rien que déjà par épisode la liste des caméras, où est-ce qu'elles sont positionnées, on aurait gagné en efficacité peut-être au moins 40% déjà. Donc oui, si on avait pu être associé dès le début, ou si on avait eu même juste sur le flux de prod, si on avait eu rien que les sorties caméra ou des informations supplémentaires, ça aurait été extrêmement plus facile d'apprendre. Et on aurait pu faire des choses plus intéressantes aussi, je pense, sur la génération derrière. Mais plus on remonte sur la chaîne de valeur, plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué. Mais oui, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais ça reste un peu abstrait. Typiquement, les angles de caméra, ça servait à quoi? À savoir dans quelle pièce on était? Déjà, ça aurait permis de lever beaucoup d'ambiguïté. C'est-à-dire que le système, il apprend, mais à un moment, il y a des choses qui sont des contradictions, où il n'arrive pas à déterminer quelque chose. Donc là, l'humain supervise et va dire, c'est comme ça. Donc on a passé beaucoup de temps en fait à lever des ambiguïtés, tout simplement parce qu'il y avait des angles de caméra qui se recouvraient et qui donnaient c'est peut-être, quand je dis c'est 50% la cuisine et 50% la chambre, qui décide en fait. Il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Et trancher, c'est extrêmement difficile, parce que c'est-à-dire qu'on rentre dans le libre arbitre. Donc là, la machine, elle ne sait pas, c'est 50-50, je ne sais pas. Si on a eu plus d'informations, on aurait pu justement déterminer, mais ça fait déjà 3 fois dessus de cette caméra, elle était quand même orientée vers ça, qui était cette pièce-là, donc statistiquement, c'était plus cette pièce-là. Donc c'est à ce niveau-là. Mais c'est vraiment sur la qualité d'apprentissage que ça aurait pu être plus utile, oui. Très bien. Donc, 2 remarques. La première, est-ce que votre intelligence naturelle se demande ce qu'éventuellement pourrait devenir cette intelligence artificielle si elle était mise au service du vice et pas de la vertu telle que vous l'exploitez? Et deuxième élément, est-ce qu'une intelligence artificielle peut produire autre chose qu'un média artificiel? C'est 2 remarques. Oui, parce que alors là, on est parti pour 3 heures de discussion. C'est un peu compliqué, ouais. Quelqu'un veut répondre juste pour conclure, parce que je pense qu'on va devoir arrêter un peu, mais rapidement. Qui fait que dans un système totalitaire, cette intelligence artificielle peut complètement se retourner contre ceux qui la promeuvent. Je sais pas, il n'y a pas de preuve de ça, mais il semblerait quand même qu'il y ait une partie d'intelligence artificielle qui a été développée par Palantir sur le boulot de Cambridge Analytics pour, on va dire, dans un ciblage très particulier, des gens qui hésitaient entre Trump et Clinton, juste dans certains États, les swinging states, pour aller d'une façon, on va dire, intelligente, là, au service d'un certain vice, alimenter les fake news d'une certaine façon, c'est-à-dire en les réécrivant même, et à ceux qui peut-être étaient plus susceptibles de changer d'avis, soit parce qu'ils étaient peut-être moins intelligents, moins ou plus que d'autres d'ailleurs. Oui, après, dans les conférences, on parle d'intelligence artificielle, il y a toujours un point Godwin, on en vient à parler, mais alors quid de l'humanité, quoi. Donc ça, c'est toujours le moment, là, on est dans ce moment-là.
mais c'est peut-être l'occasion de conclure, en tout cas, sur... Mais en tout cas, si vous prenez l'exemple de Tay, qui est l'intelligence artificielle qui avait été jetée par Microsoft sur Twitter, et où elle devait donc apprendre, discuter des humains, et donc évoluer et apprendre avec les humains. Donc en gros, c'était l'ensemble des gens sur Twitter qui entraînaient cette intelligence artificielle. Donc elle a été hackée par ce qu'on appelle des trolls, de 4chan notamment, etc., qui se sont amusés à la rendre raciste. Donc à la fin, elle est devenue raciste. Est-ce que l'intelligence artificielle est raciste ? Non, c'est les gens qui l'ont rendu comme ça. Donc se repose la même question. Nous, pour un petit exemple, un problème qu'on a rencontré lorsqu'on a lancé Flint en février dernier, donc qui envoyait des informations différentes à chacun. En fait, comme on était en pleine élection française, on a eu quelques incidents en fait de fake news et surtout de propos haineux. Donc la communauté nous l'a ramené. Comme on travaille avec elle, on leur a dit: est-ce que vous voulez qu'on blacklist ces sites, un peu comme l'a fait le Décodex. Ils nous ont dit: non, ça suffit de blacklister des sites. En plus, où est-ce qu'on s'arrête? Ils ont répondu: faites-le avec intelligence. Donc on a créé en fait un dark bot, on l'appelait le dark bot, qui a été entraîné par des étudiants de l'école de journalisme de l'EFJ de Paris, qui pendant 2 mois l'ont entraîné. Donc c'est la même technologie, c'est les mêmes robots en fait, c'est la même, sont les mêmes réseaux de neurones, sauf qu'il est entraîné à reconnaître et à trouver de qualité des articles absolument horribles. Et en fait, comme il s'appuie ensuite pour déterminer la qualité sur les réseaux d'humains en fait qui les partagent, notamment en partie, du coup en fait il s'est mis à reconnaître ces contenus-là, à les détecter. Donc effectivement là on est dans la prédiction, et en fait il a servi de bouclier. Alors il ratisse un peu large, il n'est pas si précis que ça, mais de bouclier en fait, et on n'a plus de fake news ni de propos haineux en fait chez Flint. Donc ce qui montre bien en fait qu'on est bien sur une technologie. L'important c'est de savoir ce qu'on en fait. Et l'important, en fait, c'est pas de savoir, encore une fois, si tout ça est dangereux ou pas. L'important, c'est le contrôle. C'est qui contrôle l'intelligence artificielle et comment nous aussi, en tant que citoyens, en tant que professionnels, on se pose ces questions-là. Oui, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que quand on regarde les applications qu'on peut définir de bonnes ou mauvaises de l'intelligence artificielle, c'est déjà quelque chose de très subjectif. Donc, moi, ce que je vois, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui compte dans les médias, c'est l'utilisateur final qui aura envie de regarder du contenu. Si cet utilisateur pense que c'est quelque chose qui est néfaste pour lui, il arrêtera de le regarder de manière plus ou moins naturelle. Je ne vois pas encore une société qui forcerait les gens à consommer du contenu. Quelque chose en nous est raciste, faut-il le nourrir? Si l'intelligence artificielle décide de le faire, qu'il arrête. C'est difficile de voir qui l'arrêterait. Alors il peut y avoir des réglementations, mais des réglementations qui seront mises en place. Mais de toute façon, je pense que ça restera le consommateur de contenu qui dictera à la fin s'il veut regarder ou pas du contenu. Ça serait ma réponse, mais peut-être que je suis optimiste. Ok, je suis désolé, on va s'arrêter parce qu'on a dépassé l'heure de beaucoup. Je vous remercie donc Benoît, Cédric, Rémi et Stéphane. Merci à vous aussi et bonne soirée.